Mesdames et messieurs, bienvenue sur ces plateaux de C24+, dans le cadre de votre émission Sous la Paillote. Sous la Paillote, comme vous le savez, c'est une émission de ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Si vous aimez la République démocratique du Congo, vous devez d'office aimer l'émission Sous la Paillote sur C24+. Aujourd'hui, on va recevoir ces plateaux blancs de C24+. Notre invité de marque, il s'appelle Christian Moleka. Christian Moleka, c'est un politologue de formation. Il est aussi coordonnateur de la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. Avec lui, on va parler de tout ce qui regarde politique, tout ce qui se passe dans notre pays, face à tout ce qui se passe. Quelle est la lecture d'un politologue? Parce que vous savez, tout est politique. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde en République démocratique du Congo veut devenir politique. Il veut qu'on soit appelé politique. Même d'autres personnes dans d'autres domaines, ils veulent changer de camp pour devenir des politiques. Alors, c'est un problème. Avec notre invité, Christian Moleka, que je salue. Bonjour Christian. Bonjour. Je pense que vous allez bien. Oui, ça va, très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et d'emblée, nous sommes au mois de janvier. Nous vous souhaitons les meilleurs vœux. Merci pareillement à vous également et à toute l'équipe de C24+. Merci beaucoup. Vous savez, la journée du 21 janvier, c'était une journée de la publication des résultats provisoires par la CENI pour la députation provinciale. Votre lecture? Bon, la CENI a publié les résultats tard la nuit. Nous sommes encore en train d'exploiter. Ce que je constate pour Kinshasa, par exemple, parce que là, j'ai quand même un regard plus intéressant, c'est que le premier élément qui frappe, c'est qu'il n'y a aucun siège pour l'opposition dans la ville de Kinshasa. Le deuxième élément qui frappe, c'est l'UDPS qui arrive en tête et qui a, je crois, 14 sièges et qui est donc le cœur de la majorité au sein de l'Assemblée provinciale. Donc il est fort probable que le gouvernorat qui vient soit entre les mains de l'UDPS. Puis il y a les alliés traditionnels, à savoir le MLC, la FDC, et la CPA également, qui aligne un certain nombre de députés. Donc nous aurons une assemblée sans opposition déjà, ce qui a été atypique. Et nous aurons une assemblée qui sera pilotée par l'UDPS, qui est la grande majorité. Comment trouvez-vous cela? Comment analysez-vous? Parlez un peu d'avoir une assemblée provinciale sans opposition. Est-ce que ça va donner de l'ampleur, ça va donner de la beauté de la politique quand même? Malheureusement non, parce que la majorité, c'est vrai que la beauté de la démocratie, c'est la capacité à critiquer. Et donc, si on n'a pas une critique à l'interne, et donc on aura très peu des éléments de contre-pouvoir. Ça, c'est de un. De deux, au Congo, malheureusement, nous avons très mal appréhendé ce qu'on appelle majorité. C'est que nous n'avons pas la culture de l'autocritique. Ça veut dire que la majorité se remet elle-même en cause. Et donc, vous avez généralement ce qu'on appelle la majorité mécanique, donc une majorité qui vote parfois par des consignes, qui vote de manière, je dirais, sans discussion ou sans débat. Et donc, face à une telle logique, on n'aura pas la possibilité d'avoir un débat en interne. Maintenant, bon, depuis 2006, l'opposition à Kinshasa a été incarnée soit par le MLC qui était dans l'opposition. Ensuite, vous aviez l'un des figures de l'opposition, c'est Fayoulou, qui n'a pas aligné les candidats. Et donc, il était très probable qu'à l'absence de Fayoulou, on ait une opposition moindre. Il y a ensuite le fait que Katumbi, qui est trop focalisé sur le Katanga au niveau national, n'a pas beaucoup d'élus au niveau de Kinshasa. Et donc, il n'aura plus aucun siège. Et puis, l'absence de l'Abako. Parce que depuis très longtemps, l'Abako également, notamment Njili, a toujours amené des élus. Donc le fait que l'Abako n'ait pas obtenu des sièges fait qu'on n'aura pas d'opposition malheureusement au niveau de la ville de Kinshasa. Donc ça va impacter la gouvernance, on verra comment ça va se construire si la majorité aura elle-même la capacité de l'autocritique et de se remettre elle-même en question. Et tout ça, ce sont des résultats émanant d'abord de la députation nationale. Si vous regardez un peu dans la députation nationale, l'opposition n'a pas eu tellement de sièges qui peuvent faire écouter sa voix. Et ça risque de bloquer la machine d'un état de droit en République démocratique du Congo, tellement que nous sommes un pays jeune en démocratie. Effectivement, en fait déjà si vous prenez lorsqu'on a constitué ce qu'on appelle les listes et les regroupements, si le 106 regroupements que nous avions, ce que la CENI a publié, bon, on a ajouté ACERN après, on avait 55 regroupements qui étaient de l'Union sacrée. À peine 10 regroupements de l'opposition et un regroupement dit de la société civile. Ensuite, lorsqu'on a publié les listes qui ont atteint le seuil,
certains regroupements de l'opposition sont tombés, notamment en vol De Sesanga. Sesanga, à Cerne de Mukwege, qui n'ont pas atteint le seuil et qui sont tombés. Et donc, on a eu une opposition déjà qui avait moins aligné les candidats, dont beaucoup de plateformes n'ont pas atteint les seuils. Et donc, en conséquence logique, on a très peu d'opposants au sein du Parlement. Et ce qui est également relevé, c'est que depuis 2006, nous avons toujours eu une centaine d'opposants au sein du Parlement. Avec un parti pilote qui a une quarantaine de députés. Le MLC avait 62 en 2006, l'UDPS en avait une quarantaine en 2011, Katumbi en avait 70 en 2018, et aujourd'hui, vous avez une opposition qui a 6% de sièges, avec Ensemble qui en a, je crois, 18. Et donc, une opposition aussi minoritaire perd sa capacité d'apporter la critique du débat. Rappelez-vous la beauté du débat que beaucoup de Congolais suivaient à l'époque de 2006, quand le MLC faisait cette opposition critique avec les François Mwamba, les Sesanga, à l'époque le Jean-Lucien Boussa et tout le reste. Cette beauté-là, on n'aura peut-être pas la chance de la voir parce que l'opposition, à la fois, elle est minoritaire et marginale, et vous avez une majorité très solide, très confortable, qui va dominer l'essentiel débat. Maintenant, il faut tirer les conséquences du scrutin et peut-être qu'à l'opposition de se remettre en question pour l'avenir. Ne trouvez pas que c'est déjà une faiblesse du pouvoir, qui n'a pas voulu avoir des opposants farouches au devant de lui, raison pour laquelle il n'a pas pu leur donner une occasion de te représenter? Faiblesse du pouvoir, je dirais pas non, mais je dirais pas cela. À condition qu'on parte du principe que les élections, dans une démocratie, il faut s'aligner et gagner. Ensuite, on ne vous donne pas, il faut gagner. Maintenant, la vraie difficulté, c'est que si on ne comprend pas que dans un pays en transition comme la nôtre, une jeune démocratie, on a besoin d'une opposition assez vitale qui nous permette d'être un garde-fou pour le pouvoir, si on ne comprend pas cette nécessité-là, eh bien, nous allons nous mettre en difficulté. Parce que la tendance chez nous, ce n'est pas accepter la critique de manière assez, je dirais, naturelle, sociologique chez nous. Hein. Donc, lorsqu'on a le pouvoir, on ne s'ouvre pas à la critique. Et si cette tendance se conforte, on aura à la fois un faible débat au niveau de l'institutionnel, une faible qualité de l'apport de l'opposition au sein du Parlement. Et s'il n'y a pas d'espace d'expression au sein de l'institution, les gens cherchent des espaces ailleurs. L'intérêt d'avoir une opposition au sein du Parlement, c'est de permettre que les contradictions s'expriment au sein de l'institution et non pas en dehors de l'institution. Si on ne donne pas de la place à l'intérieur de l'institution, eh bien, les gens vont s'exprimer dehors. Et donc, vous aurez une forme d'expression extra-institutionnelle qui n'est pas favorable à la stabilité démocratique. Par exemple, à Kinshasa, l'absence d'une opposition à l'intérieur pourra pousser certains qui veulent créer de la critique de la ville à chercher d'autres cadres d'expression qui ne seront pas institutionnels. Donc lorsque vous empêchez ou lorsque vous restreignez la possibilité aux gens de parler à l'intérieur de l'institution, eh bien les gens vont continuer à parler ailleurs et il faut souhaiter que ce soit dans les voies démocratiques. On a constaté lors de la publication de ces résultats, le 21 décembre, de députés provinciaux, et parmi les candidats de 82 personnes, de fraudeurs, des troubleurs de scrutin combiné du 20 décembre 2023, on a vu certaines figures être proclamées comme députés au niveau de la province. Ça s'est fait comment en tout cas? Ce n'est pas de l'amalgame, c'est une cacophonie ou ça s'est fait comment? Déjà, il faut dire que beaucoup avaient contesté cette décision de radiation par la CENI. Certains ont saisi la Cour, notamment le Conseil d'État. D'autres ont saisi la CENI. Qui s'étaient déclarés incompétents? Oui, d'autres ont saisi la CENI. Par exemple, lorsqu'on a publié les législatives nationales, on a vu l'ancien ministre des Transports, Kalumba, qui était parmi les 82, être proclamé au prétexte que la CENI avait remis en question, avait revu sa décision et l'ayant jugé non concerné, la réhabilité. Est-ce que nous sommes dans le même cas des réhabilitations? C'est une hypothèse. Ou est-ce que nous sommes dans une logique de compensation parce qu'on aurait frustré quelques-uns et pour calmer les tensions au sein de la majorité, alors on fait des compensations. D'autant plus qu'on sait que la tension de beaucoup des ambassades, diplomatie, portée sur la présidentielle et les nationales et très peu sur les provinciales. Est-ce que c'est des calculs de compensation ou est-ce qu'il s'agit de cas de régularisation de ceux qu'on avait limités? Ce sont les jours à venir qui vont nous dire de quelle figure de cas nous sommes.
Bon, est-ce que dans ce cadre-là, on peut parler d'un règlement des comptes? Comment analysez-vous ça comme un règlement des comptes? Il y avait des figures qu'on ne voulait pas. C'est pourquoi on a fait sortir un nombre de 82. Et maintenant, par 82, là, on commence à trier par la CENI. C'est un règlement des comptes ou soit un acharnement? Il y a déjà, en fait, la CENI ne l'a pas fait de son propre chef. C'est parce qu'il y a eu énormément de pression sur les irrégularités. Les pressions diplomatiques, que ce soit la SENCO qui, dans son rapport préliminaire, la mission de la Moïse SENCO SCC, dans son rapport préliminaire, qui a posé comme préalable à la reconnaissance des résultats que l'on tienne compte des irrégularités. Ensuite, il y a eu les pressions diplomatiques, très claires, des États-Unis notamment, qui ont demandé qu'on prenne compte des irrégularités. C'est sur base de ces pressions-là que la CENI a quelque peu donné des éléments de réponse en soulevant des cas d'irrégularité députés. Maintenant, on a vu le remous que cela a créé au sein de la majorité. La CENI a même promis qu'il y avait une deuxième liste qui n'est jamais sortie jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, ce sont ces remous-là qui ont quelque peu tempéré l'initiative qui avait commencé de citer des noms. Et donc, est-ce qu'on peut parler règlement de compte? Il est très probable que dans une logique de compétition, on a eu 26 000 candidats, et dans une logique de compétition assez forte, qu'on ait également des cas où certaines personnes se sont retrouvées là parce qu'ils ne faisaient pas plaisir à tel ou à tel autre. Mais de manière sereine, ce que la CENI a fait, c'est une réponse d'abord à une pression extérieure. On a vu parmi les gens proclamés provisoirement par la CENI, il y a eu même une personne qui est en détenu, qui est en prison, mais il est élu. Maintenant, la question qu'on voulait qu'on puisse nous éclairer nos amis qui suivent l'émission est que maintenant qu'une personne est en détenu, des griefs qui pèsent sur lui, et d'autre côté, les immunités qu'il veut tenter de maintenant de recevoir parce qu'il est déjà élu député, qu'est-ce qui domine sur l'autre? C'est les griefs, il va rester en prison ou soit il va quitter la prison parce qu'ici il est déjà honorable. Bon, le principe c'est que tant qu'il n'y a pas une condamnation définitive, vous êtes présupposé innocent. Et donc, notamment parce que vous voulez parler du cas de Salomon Skadela, c'est ça, les proches de Katoumi, qui n'est pas encore jugé, et qui n'a pas une condamnation définitive et qui est donc supposé innocent pour l'instant, en attendant la condamnation. Et donc, il a pu s'enrôler, donc il a pu déposer sa candidature parce qu'il n'est pas encore définitivement condamné. Ça a été également le cas de Moukébaï qui a fait la même démarche. Maintenant, la nouvelle loi électorale a apporté une disposition que beaucoup de gens peut-être n'ont pas suivie. C'est que si une condamnation définitive intervient alors que vous avez été élu, eh bien vous pouvez être radié. C'est parmi les innovations que la loi électorale actuelle a apporté que beaucoup de politiques n'ont pas suivi. Et donc, si vous êtes condamné définitivement, comme peut-être si demain, par exemple, Salomon Skadela venait à être condamné définitivement, eh bien il sera radié parce que la loi électorale le permet. Ensuite, s'il n'est pas à ce stade condamné et qu'il est validé, eh bien, il se posera cette question de l'immunité. Bon, l'immunité, c'est le moment de la saisine. Là, il est déjà arrêté. Donc, s'il était en dehors du Parlement, on demanderait au Parlement de lever l'immunité pour enclencher les poursuites. Là, nous sommes dans une logique où la poursuite a déjà été engagée, l'homme est séquestré, et donc peut-être faudra voir comment le Parlement agira pour solliciter soit sa liberté provisoire pour qu'il soit validé comme tous les autres, parce qu'il faut être là présent physiquement pour être validé. Ensuite, on verra comment l'instruction va continuer, si ça va aboutir à une condamnation, et donc la possibilité d'être invalidé. Bon, maintenant, au cas où il sera condamné, radié, maintenant les sièges, son parti politique va perdre les sièges, ou soit c'est son premier suppléant qui va prendre le siège? La loi a prévu la suppléance légale, donc d'ailleurs il y en a 2. Dans l'hypothèse où il sera invalidé, le siège appartient à la liste, pas au candidat. Monsieur Christian Moleka, Tshisekedi a prêté serment, il a été investi le 20 janvier. Devant son discours, il a reconnu comme des erreurs. Comment analysez-vous un peu son adresse juste après son investiture? Je dirais que c'est un discours plus concis d'ailleurs qu'en 2018. Rappelez-vous, en 2019, il nous a fait un discours de moins de 2 heures. Donc c'est un discours plus concis, plus clair dans ses options, parce qu'il a présenté de manière assez claire les éléments les lignes directives de ce qui sera ces 5 ans, à savoir l'économie, la cohésion, le pouvoir d'achat, la sécurité et également le taux de change. Donc des lignes plus ou moins très claires. Mais il n'a pas présenté, et ce n'était peut-être pas le lieu, comment il entend mettre en place ces mesures. Donc on a vu davantage des lignes sans qu'il y ait de manière très précise des voies de mise en œuvre. Peut-être qu'il faudra attendre
quand le gouvernement viendra présenter la politique du gouvernement au niveau du Parlement pour avoir des éléments de réponse. Moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. Je vous ai entendu, il a dit avoir entendu. Ça veut dire qu'il y a énormément de critiques durant la campagne, énormément de personnes qui ont... La campagne était interactive, hein, énormément de citoyens qui lui ont fait preuve du fait que beaucoup de réalisations n'étaient pas arrivées à maturité, beaucoup de projets n'avaient pas beaucoup marché, beaucoup de... les taux de change, le dollar, la sécurité, et il dit être conscient des erreurs. Maintenant, encore faut-il savoir de quelles erreurs il s'agit, puisqu'il n'en a pas cité. Est-ce qu'il pense par erreur le choix de collaborateurs qu'il avait autour de lui? Est-ce qu'il pense par erreur le fait qu'il a fait venir l'EAC? Est-ce qu'il pense par erreur le fait de mutualiser avec l'UPDF? Est-ce qu'il pense par erreur les rapprochements avec Igali? Le président n'a pas donné de quoi il s'agit comme erreur. Maintenant, on peut supputer en disant, voilà, parmi les grandes erreurs de son mandat, c'est peut-être la qualité de l'entourage des gens qui s'est donné et qu'il aurait peut-être écouté toutes les critiques liées à ses collaborateurs et on verra dans les actes si il va balayer sa cour, s'entourer d'autres personnes qui l'aideraient à mettre en œuvre sa vision. Est-ce qu'il a, par erreur, compris que l'état de siège que beaucoup ont décrié, il faut le lever? Il a promis une levée progressive qui ne s'est pas matérialisée encore. Ce sont des choses qu'on verra dans les actes qu'il va poser dans les prochains jours. Alors, maintenant, ces erreurs-là, vous trouvez que sans opposition, au cas où il ne va plus mieux considérer son discours sans l'opposition, est-ce que ça sera de l'impact sur les choix de la population? Le discours en lui seul ne suffit pas. Le président doit le savoir parce que déjà, durant toute la campagne, on lui a rappelé, les gens entendront les actes. Et je crois qu'il sera jugé par les actes. Et cette fois-ci, d'ailleurs, bien plus qu'en 2018, parce qu'il a une majorité solide, parce qu'il n'a plus de raisons de dire qu'il est bloqué par le FCC, donc il a beaucoup plus de marge de manœuvre pour agir. Les gens entendront les actes. Et je crois que dire diversification de l'économie, dire réindustrialisation, dire emploi pour les jeunes, les gens entendront voir comment le président les matérialise. Et ça, ce sera vraiment très rapidement parce que autant les gens ont cru encore en lui redonnant confiance, autant les gens seront impatients de voir ce qu'il va réaliser avec plus de marge de liberté qu'il a aujourd'hui. Monsieur Christian, vous avez constaté que les premiers quinquennats de Tshisekedi, c'était plus les politiques qui s'ingéraient plus que partout. Avec ces erreurs-là, est-ce que cette fois-ci, Tshisekedi va laisser l'administration entre les mains des technocrates ou il va seulement se laisser avec des politiques qui commettent toujours des erreurs parce qu'elles ne sont plus des spécialistes dans le domaine, comme vous êtes politologue? Bon, la grande difficulté peut-être du président, c'est qu'il a commencé un mandat autour d'une absence de majorité et qu'il a passé pratiquement 2 ans à conquérir la majorité. C'est un marqueur important de son mandat. Et donc, il a fait 2 ans à faire de la politique. Ensuite, il s'est entouré d'une diaspora. Certains ne connaissaient pas le pays depuis plus de 20 ans, qui sont venus l'accompagner et qui ont manifestement, pour beaucoup, pas maîtrisé le dossier du pays. Et donc, qui ont eu du mal également à maîtriser les b.a.-ba du pays, parce qu'on a fait 20 ans, 40 ans dehors du pays, on ne revient pas comme ça, et on a maîtrisé les éléments de langage et les éléments de dossier. Et donc, ça sont des erreurs qu'il a fait. Est-ce qu'il en a pris lui-même conscience? On verra dans le choix des hommes qu'il fera. Parce que une opposition minoritaire, c'est vrai que la majorité gouverne, donc le président l'opposition ne va pas le bloquer. Mais une opposition minoritaire, c'est une voix faible. Parce que, comme je le dis, on a besoin d'une opposition assez forte pour pouvoir apporter la critique. L'opposition est un pendant nécessaire dans une démocratie. Pas au sens de on rejette tout. Au sens qu'on critique pour améliorer l'existant. Je donne un exemple. Quand vous avez des élus comme Henri Thomas Lokondo, vous voyez la qualité de ces élus-là, comme ces Sanga au sein du Parlement, vous avez la possibilité d'avoir une qualité de débat qui vous permet d'améliorer le dispositif. Mais lorsque vous avez une opposition qui est faible en nombre, qui n'a pas la qualité nécessaire, eh bien, vous avez un seul son de cloche qui est celui du pouvoir, et donc pas de possibilité d'amélioration de débat. Maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit au début, est-ce que la majorité elle-même dispose des capacités de se remettre en question? Ça dépendra de la qualité des élus et de la capacité à sortir de ce qu'on appelle la discipline au sein du Parlement. Parce que nous avons trop de disciplines du parti où on vous inscrit dans les votes et ça ne permet pas d'avoir un débat de qualité. C'est au président maintenant de lui-même de tirer le leçon de cette assemblée qui lui est trop acquis
et des choix de collaborateurs qu'il mettait autour de lui pour ne pas tomber dans les erreurs d'hier. Est-ce que c'est faisable, juste pour améliorer sa façon de faire, qu'un chef de l'État peut se créer, comme on a vu ce qui est dit en 2018, il s'est créé la majorité. Est-ce qu'il peut aussi se créer l'opposition, juste pour l'équilibrer un peu, qu'il y ait deux sons de cloche pour l'amélioration de son mandat? Se créer l'opposition, non, c'est les élections qui l'aident à faire ça. Par contre... non, il l'a fait aussi en 2018 sans élection. Bon, c'est créer une opposition. Non, par contre, si le président, parce que la nouvelle majorité, elle est trop grande. Elle est trop grande à gérer. Vous avez posé le problème de la technocratie. Le président a l'avantage cette fois-ci de moins dépendre des alliés. Parce qu'en 2019, l'UDPS n'avait que 30 députés. Donc, pour gouverner cette majorité, l'UDPS avait besoin d'avoir des alliés, notamment la MK, des Katumbi, ainsi de suite, l'UNC, pour lui permettre d'avoir une majorité large, y compris les transhumants du FCC. Aujourd'hui, si vous prenez tous les alliés, l'UNC, AFDC, MLC ensemble, ils ne font pas 100 députés. Ça veut dire que le président, avec l'UDPS et ses partis satellites, contrôle plus ou moins 300 députés. Donc, il a des alliés qui sont moins encombrants. Ça, c'est de un. Ce qui veut dire qu'il a la possibilité de former un gouvernement qui ne dépend plus des caprices des alliés. Deuxièmement, puisqu'il a cette liberté-là, il peut également se choisir des techniciens plutôt que des politiques. Mais pourquoi? Mais parce que lorsqu'on a un deuxième mandat, l'avantage d'avoir un deuxième mandat, c'est que le président qui n'a normalement plus de droit à un troisième mandat est libéré des engagements. Parce qu'on soigne les alliés dans une perspective d'élection à venir. Parce qu'on aura besoin d'eux. Alors lorsqu'on est dans son dernier mandat, dans son ultime mandat, on sait qu'on n'a plus d'alliés à choyer parce qu'on ne reviendra plus. Et donc on a plus de mains libres pour inscrire dans une action historique qui dépasse la mandature qui s'inscrit dans le temps. Et donc si le président s'inscrit dans une logique où c'est son dernier mandat et qu'il a certes à garder les alliés mais puis à les choisir comme auparavant, eh bien il a plus de liberté pour choisir des profils techniciens par exemple qui l'aident à construire. Deuxièmement, c'est que on l'a vu avec les gouvernements passés, lorsqu'on a un gouvernement des politiques, essentiellement des politiques et surtout des chefs des partis, ces gouvernements sont moins efficaces. Pourquoi? Mais parce que les politiques construisent des cabinets politiques également, essentiellement politiciens, et ne permet pas d'avoir au niveau du cabinet gouvernemental l'efficacité nécessaire à produire sur le terrain. Or, aujourd'hui, les défis sont énormes et le président n'a pas le temps. En 5 ans, ce ne serait pas suffisant pour répondre à tous les défis qui l'attendent. Et donc, il a besoin d'avoir des hommes qui, au premier jour, l'aident à commencer à l'action. Pas des gens qui viennent et qui commencent à chercher où est-ce qu'on était avec 145 territoires, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, des techniciens seraient idéaux, mais en équilibre avec des politiques, parce qu'il a également besoin des alliés pour garder le contrôle de la majorité. Mais pour moi, c'est un équilibre qu'il faut trouver entre une équipe des techniciens, je souhaiterais un premier ministre technicien, et des politiques alliés, peut-être pas des chefs de parti, mais qui pourraient désigner des gens pour former une équipe d'équilibre. On va revenir sur la technicité des gens qui vont venir. Est-ce que partagez-vous aussi les points de vue de ceux qui disent que le chef de l'État a un agenda caché quand il a voulu avoir une grande majorité au niveau du Parlement? Bon, agenda caché... je ne sais pas l'affirmer, mais comme politiste, je constate que le président, qui aurait pu avoir une majorité simple de 260 députés, ou à de 300, en a 440. Et donc, quand on a 440 députés, ça veut dire qu'on a atteint le 2/3, ou le 3/5. On a atteint le 3/5 des députés. Or, le 3/5 est lié à la capacité de changer de constitution sans passer par le référendum. Donc ça intéresse en tant qu'analyste de savoir qu'un parlement à 3/5, une capacité à avoir un vote à 3/5, intervient généralement lorsqu'on veut changer la constitution sans passer par référendum. Et donc ça peut pousser des gens à dire il y a probablement une volonté de lancer le débat sur un changement de constitution, ou tout du moins de les changer, et l'enjeu du contrôle de cette grande majorité peut servir effectivement à aller vers cet agenda-là. Maintenant, l'agenda s'est créé, on verra bien au fil des temps. Si nous partons sur l'idée, par exemple, dit que l'agenda est de changer la constitution avec ses alliés, et en voyant aussi notre tissu sécuritaire dans ces pays, trouvez-vous que ça va quand même, en tout cas, nous donner de la paix, tant entendu dans ces pays, avec ses pouvoirs de Félix Tshisekedi?
Moi, je crois que le pays, à ce stade, a besoin de stabilité, de sérénité, et que changer la constitution, de mon point de vue, l'améliorer, l'amender, oui. La changer, non. Parce que ça ne permettra pas au pays d'avoir la sérénité. Et je rappelle quand même qu'avant le 20 janvier, la SENCO a fait un communiqué très important. Et si vous lisez entre les lignes le communiqué de la SENCO, il y a un endroit où ils reviennent sur le fait qu'ils sont prêts à accompagner le président pour son deuxième et dernier mandat. Ça veut dire, dans la logique même de la SENCO, on ne change pas de constitution pour avoir un troisième mandat. Donc, cette option-là peut mettre le pays en difficulté, d'autant plus que la constitution que nous avons aujourd'hui est le fruit d'un consensus trouvé avec beaucoup d'équilibre. Et donc, qui est l'équilibre de Sun City. Et donc, vouloir remettre en question le pacte social qui a été mis en place depuis Sun City peut mettre le pays en difficulté. Par contre, il y a des améliorations apportées au niveau de la Constitution, des améliorations tant sur la gouvernance, la gouvernabilité du pays que sur certaines questions qui méritent d'être remises en question. Et donc, moi, je ne trouverais pas du mal, par exemple, qu'on revienne à 2 tours de la présidentielle plutôt que d'avoir un seul tour. Et donc, ce sont des modifications que l'on peut apporter à nouveau. Certains estiment également qu'on peut avoir des élections de gouverneurs au scrutin direct plutôt qu'au scrutin indirect. Le président l'a quand même dit une fois. Donc, c'est des choses qu'on peut retoucher. Mais fondamentalement, moi, je crois que cette constitution est encore assez jeune et qu'il faut la laisser le temps de se mettre en œuvre. De 2019 jusqu'en ces jours, comment appréciez-vous l'interdépendance des institutions dans notre pays en tant que politologue? Nous avons la faiblesse d'avoir un système déséquilibré. Ça veut dire que lorsqu'on parle de séparation de pouvoir, on parle généralement de contre-pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir législatif devrait être un contre-pouvoir à l'exécutif, le pouvoir judiciaire devait être un contre-pouvoir. Or, chez nous, malheureusement, on ne sent pas trop ce contre-pouvoir. On sent un exécutif prépondérant et d'autres institutions qui suivent l'exécutif, qu'il s'agisse du judiciaire ou du législatif. On n'a pas, par exemple, vu le Parlement être capable de prendre de la distance sur l'exécutif, notamment le gouvernement, alors que c'est le Parlement qui a de l'ascendant protocolairement sur le gouvernement. Donc, ce sont des déséquilibres qui se constatent, mais qui sont liés également à la jeunesse de notre démocratie, à la culture politique, à notre héritage du passé, sociopolitique, mais également je dirais, à la jeune expérience que nous sommes en train de vivre. Il faudrait continuer à travailler pour que nous arrivions à avoir un jour un Parlement capable de toiser l'exécutif. Et il ne faudrait pas que nous ayons des élus qui fonctionnent comme s'ils étaient au service du gouvernement. Ça, c'est vraiment une question d'état d'esprit, d'indépendance d'esprit, de gouvernance au sein des partis politiques, et ça va prendre du temps à se mettre en place. Mais nous avons un déséquilibre à telle enseigne qu'on sent un exécutif plus avancé et un législatif et un judiciaire qui suit et qui n'est pas encore assez contre-pouvoir réel. Bon, est-ce qu'avec cela, quand ça va évoluer, trouvez-vous que ça peut donner de l'ampleur? Le problème n'est pas seulement au niveau de la population qui ne sait pas élire les gens indépendants, mais qui se réfère toujours au niveau de la politique, ce qui fait que ça donne une difficulté au fonctionnement des institutions. C'est une question de culture politique, c'est-à-dire que on a institué les contre-pouvoirs parce qu'on part du principe que dans un pays, un pouvoir ne doit pas être tenu par une seule personne. Il faut tout faire pour que le pouvoir ne soit pas tenu par une seule personne. C'est ça d'ailleurs la République. La République, la res publica, veut dire c'est un État sans roi où personne ne détient seul le pouvoir et où le pouvoir est partagé au sein de plusieurs institutions, de telle sorte que le pouvoir arrête les pouvoirs, le check and balance. C'est ça la République. Et donc, le fait qu'on éclate le pouvoir de manière verticale et horizontale, c'est pour que le pouvoir serve de contrebalance au pouvoir. Pas uniquement le pouvoir institutionnel, mais y compris vous les médias, pour que vous serviez de contre-pouvoir et qu'on n'arrive pas à avoir quelqu'un qui soit lui seul en train de concentrer l'ensemble du pouvoir entre ses mains. Malheureusement, chez nous, nous avons un fort héritage de l'autoritarisme, un fort héritage des pouvoirs forts depuis 70 jusqu'à aujourd'hui, un fort héritage de la pensée unique, du bonapartisme. Et cet héritage-là, nous le portons en nous. Ça veut dire le moboutisme est parti, mais si vous regardez comment nous gouvernons politiquement, vous sentez qu'il y a encore des Mobutu au sein des partis politiques. Il n'y a pas de démocratie interne, il y a des présidents à vie, il y a des congrès qui sont là pour valider uniquement des gens qui sont présidents à vie. Et lorsque vous contestez le point de vue du président à vie, autrement dit autorité morale, vous êtes auto-exclu
Donc, il n'y a pas une vitalité démocratique à l'intérieur des partis politiques. Et donc, si déjà les partis politiques, qui sont les bases de la démocratie, il n'y a pas de vitalité à l'intérieur, il ne faut pas espérer que ceux qui sortent d'un système monopartiste ou monolithique des partis vont amener la démocratie au sein des institutions politiques qui vont gouverner. Parce que ceux qui gouvernent viennent des partis politiques. Donc, s'il n'y a pas de démocratie au sein de partis politiques, n'attendez pas qu'on ait des démocrates qui viennent à la tête des institutions apporter la démocratie. C'est bien d'avoir la démocratie telle qu'on l'a aujourd'hui. Encore faut-il qu'on ait des démocrates, des personnes eux-mêmes qui vivent la démocratie et qui soient capables de l'implémenter dans leur manière de gouverner. C'est ça la grande difficulté que nous avons. Et cela, c'est un travail de culture politique. Ça va prendre du temps parce qu'on a connu longuement la dictature, l'autoritarisme. Et il y a encore des forces de résistance qui veulent nous ramener vers une forme de pensée unique, de monotisme de la pensée, où c'est le chef qui a toujours raison. On ne contredit pas le chef, on chante pour le chef. Ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler pour que nous ne revenions pas dans les erreurs du passé également. En tant que politologue, quel est le message précis que vous pouvez adresser et aux alliés du pouvoir actuel et au pouvoir actuel? Ce que moi je peux dire, c'est qu'on cherche le pouvoir, on conquiert le pouvoir pas pour le pouvoir, on conquiert le pouvoir pour réaliser une vision. Et que lorsqu'on a pris le pouvoir, on met en place une politique qui réponde aux priorités des Congolais. C'est maintenant qu'il faut travailler à répondre véritablement aux priorités des Congolais. Parce que si nous ne répondons pas aux priorités des Congolais, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous créons la méfiance totale des Congolais aux élections et à la démocratie. Regardez par exemple, depuis 2006, si vous regardez le taux de participation, nous avons un taux de participation qui ne fait que chuter. Et en 2023, on a eu 45% des votants. Ça veut dire moins qu'en 2018, 2018 moins qu'en 2011, 2011 moins qu'en 2006. À cette allure, en 2028, si on doit encore avoir moins qu'en 2023, c'est qu'on sera à 40 ou à 35% des Congolais qui iront voter. Donc les gens croiront de moins en moins à la démocratie. Et quand les gens ne croient pas à la démocratie, eh bien, nous mettons le pays dans une possibilité où un populiste puisse prendre le pouvoir demain parce qu'il vendra les rêves radicaux ou extrémistes d'un changement hors démocratique. Et donc, les gens ils pourront y croire et ce sera la bérésina. Donc, il faudrait que nous travaillions à répondre, à mettre au cœur des politiques publiques les citoyens. Et ça demande la technicité, ça demande de l'éthique, ça demande de la moralisation de la vie publique, ça demande du patriotisme. Nous avons besoin des gens qui travaillent pour l'intérêt général, qui ne viennent pas au pouvoir parce qu'il faut avoir des comptes avec beaucoup de zéros, envoyer la femme au Dubaï, les enfants en Europe, se construire des 3 immeubles, mais des gens qui sont capables de dire, nous voulons donner au Congo de la grandeur pour que nous redevenions un État respecté et respectable et qui sont prêts à plier les manches pour travailler pour l'intérêt collectif et pas uniquement pour leur propre ventre. Christian Moleka, votre dernier mot. Le dernier mot, c'est que les élections ne sont pas une fin en soi. Nous sommes sortis des élections, ce n'est qu'un moment dans la vie de l'État, qui n'est qu'un moment de conquête. Aujourd'hui commence la gouvernance. Et les Congolais attendront énormément en termes de gouvernance pour que change la vie. Nous espérons vivement que ceux qui ont pris le pouvoir mettront suffisamment de volonté à la fois à travailler à l'inclusivité, parce que nous sortons d'une campagne qui a été très violente en termes de violence verbale, et qu'il faut aujourd'hui retravailler sur les vivre ensemble, sur la cohésion nationale. Ça passe par l'inclusion, ça passe par la place qu'on donne à chaque composante de la nation dans la formation à la fois du gouvernement que des différentes mises en place que le président fera, pas que, ça passe par le travail qu'on fera durant 5 ans à renforcer les vivre ensemble, mais ça passe également par la place qu'on laissera à l'opposition et à toutes les forces critiques de la société civile pour que nous ayons un débat à l'intérieur des institutions et pas cette volonté d'aller rechercher des voies extra-institutionnelles. Une question me vient en tête, mais au cas où le pouvoir actuel va tendre la main à l'opposition, la société civile et les autres vont refuser, est-ce que ça ne va plus déséquilibrer le développement de notre pays? Déséquilibré, je ne pense pas. Seulement, tendre la main, ça peut s'appliquer de plusieurs façons. Moi, je crois que le président aurait, par exemple, intérêt à donner des gestes d'apaisement. Par exemple, des opposants qui ont été arrêtés peuvent être libérés pour donner de l'apaisement mental et psychologique à la société. Des gestes, je dirais, d'allègement. Il y a plein de moyens de faire des gestes d'allègement pour décrisper. La surmilitarisation, par exemple, qu'il y a eu au Katanga,
c'est des décrispations qu'il faut décrisper. Petit à petit, décrisper, et construire des discours rassembleurs, éviter les discours et les propos qui divisent les Congolais, construire des éléments qui permettent de rassembler. Et ça, on peut le faire, ça dépend de la volonté politique des acteurs. Est-ce que l'UDPS aujourd'hui est en train de devenir un parti-État? Ce que je peux dire, c'est qu'on constate, c'est que l'UDPS a lutté pendant longtemps, 37 ans ou 40 ans dans l'opposition, et que manifestement, elle ne semble pas disposée à quitter le pouvoir très rapidement, ce qui démocratiquement s'explique. Dans les éléments de langage, quand vous parlez avec certains cadres, ils vous disent, voilà, on a fait 37 ans dans l'opposition, pas pour partir dans 5 ans, ce qui est démocratique s'explique. Maintenant, il faut pas oublier que l'UDPS elle-même a longtemps combattu l'autoritarisme et la pensée unique. Et donc ce serait une grosse erreur, un déni de son propre combat, si aujourd'hui elle prendra les armes qu'elle a elle-même hier luttées. Maintenant, il y a cette faiblesse, cette tendance de vouloir tout gagner, tout prendre, parce qu'on a beaucoup lutté. Cette faiblesse-là, c'est un risque auquel l'UDPS s'expose si elle n'est pas en conscience qu'elle s'était battue elle-même pour certaines valeurs. Et cette valeur-là demande qu'elle l'applique elle-même parce qu'elle a trop critiqué hier et qu'on attend la juger elle-même dans les actes. Comme je l'ai dit, nous sommes un pays qui a un grand héritage d'autoritarisme, qui a un grand héritage des pensées uniques. Et il y a toujours, dans les pays en transition, les forces qui veulent avancer et les forces qui veulent régresser. La capacité des dirigeants, c'est de transcender les forces régressives et de continuer à avancer. Et donc l'UDPS également ne va pas échapper à ce double mouvement de ceux qui veulent avancer et de ceux qui sont tirés par les forces régressives. On verra si dans l'avenir, les forces régressives vont dominer sur les capacités à avancer. Monsieur Christian Moleka, on vous dit merci pour votre disponibilité sur notre plateau de C24+. C'est moi qui vous remercie. Et mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission sous la paillote sur ces plateaux C24+. Je signale qu'aujourd'hui, on recevait pour vous monsieur Christian Moleka. Il est politologue de formation et les coordonnateurs de la dynamique des politologues en République démocratique du Congo. Prochain rendez-vous, ce sera avec lui dans d'autres domaines, mais pour l'instant, on vous dit au revoir.